Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui traite de l'actualité via Internet. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le Hamas menace de mort certains journalistes suite à des tweets publiés depuis Gaza. Nous ferons un point dans notre Tech Flash spécial pour vous tenir informé de tout ce qu'il se passe dans l'univers du high-tech. Mais tout d'abord, nous allons parler de la Chine. La nouvelle vient de tomber, des hackers se sont emparés des plans du système israélien d'hommes de fer. Et on parle tout de suite de ces hackers basés en Chine. S'ils se sont emparés des plans du système israélien de défense antimissile Dôme de fer, selon l'enquête d'une société américaine spécialisée en sécurité informatique, les hackers n'en sont pas à leur premier coup. Ils auraient apparemment volé plusieurs plans liés à d'autres antimissiles, conçus notamment par Boeing et d'autres compagnies américaines. D'après le journaliste Brian Krebs, qui est le premier à avoir rapporté les faits, ces cyberattaques portaient la marque du Command Crew, un groupe de hackers prolifiques et subventionné par l'État chinois. Ces hackers qui ont déjà dérobé des données à la défense nationale des États-Unis ont eu accès au système de 3 sociétés israéliennes qui travaillent sur la défense antimissile. L'attaque a eu lieu entre l'année 2011 et 2012. Une enquête menée par l'entreprise américaine de sécurité Cyber ESI qui a découvert que 700 documents avaient été volés. La Chine aurait donc agi sans même se préoccuper des conséquences diplomatiques que ça pourrait engendrer. Les Chinois s'intéressent à la technologie militaire très avancée des États-Unis et d'Israël. Et même si le dôme de fer n'est pas conçu pour intercepter les missiles à longue portée, son mécanisme ultra développé pourrait servir de base pour la création d'autres systèmes antimissiles. Et en collaboration avec la société TraceSense de nanotechnologie, une équipe de chercheurs de l'école de chimie de l'université de Tel Aviv a mis au point une puce électronique. Elle est équipée d'une multitude de nanocapteurs capables de détecter à distance des molécules d'explosifs dispersées dans l'air. Ce système mis au point par le professeur Patolsky a une sensibilité d'environ 1000 fois supérieure à celle du nez d'un chien qui permet une identification rapide, efficace et fiable. Un système qui est utilisé en ce moment même par l'armée israélienne, facile à transporter, compact et peu coûteux. Comment ça marche? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Terrorists constantly find new ways to overcome current security solutions, so existing measures become less and less effective. There is a need for effective tools that adapt to evolving security threats and enable non-intrusive, fast-track screening at lower costs. TraceSense has developed the world's first nano-based threat detection system, TESS, a small-scale portable device. Through proprietary chemical procedures, receptor molecules are attached to the nanoribbons, forming chemically specific nanosensors. When these sensors are exposed to the target substances, an instantaneous change in electrical response is triggered within the nanoarray. It eliminates long waiting lines, enhances safety, and reduces costs. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Et notre dossier du jour concerne ce programme, Israel Tech Challenge. C'est la 3e année qu'une vingtaine d'étudiants sélectionnés parmi 500 candidatures viennent participer à ce programme. Ce programme est organisé en 3 parties, 10 jours de challenge, 10 semaines de stage en entreprise et 10 mois supplémentaires pour ceux qui aimeraient rester en Israël. Durant ce programme, les étudiants développent des applications et des systèmes high-tech. Ils visitent le pays, participent à des conférences et visitent les plus grandes sociétés high-tech d'Israël. Tech Challenge en images, voilà ce que ça donne. Il faut préciser que cette année est particulière. Les étudiants ont dû s'intéresser à la technologie liée à la guerre, vu la situation en Israël. Avec nous pour en parler, Oren Toledano, vous êtes le fondateur de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel en est le but ?
D'abord, c'est un programme qui a été créé avec un partenariat entre plusieurs organismes israéliens, dont l'Agence juive, d'une part. D'autre part, il y a un nouveau bureau qui est au sein du bureau du Premier ministre, qui s'appelle le Bureau national du cyberespace, qui est également partenaire de ce projet. Et le troisième partenaire, qui est en fait plusieurs partenaires, ce sont les compagnies de high-tech qui sont ou israéliennes ou internationales qui participent à ce projet. Le but était de trouver des gens dans le monde entier, des jeunes personnes qui soient soit étudiantes, soit jeunes professionnels dans le domaine de l'informatique, et les faire venir en Israël pour qu'ils aient une expérience technologique importante en Israël, dans le cadre de leur identité juive, d'une part, et d'autre part, les intéresser, pour certains d'eux, à une possibilité de carrière par la suite en Israël, et pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir une carrière ou vivre en Israël, créer un espèce de réseau international technologique de jeunes gens qui ont participé et qui ont eu des expériences communes technologiques en Israël, qui est aujourd'hui, vous savez, la nation start-up, et on joue un peu là-dessus pour intéresser ces jeunes-là qui viennent déjà très curieux. D'accord, alors j'ai cru entendre que vous aviez eu énormément de candidatures chaque année. Combien de personnes vous recrutez dans ce type de programme ? Alors oui, en fait, vous avez très bien expliqué au début qu'on a 3 sortes de programmes. Pour le programme court, par exemple, qui est de 10 jours, on reçoit seulement 25 personnes. Jusqu'à présent, on a fait ça 3 fois. C'est-à-dire, par an, il y a 3 programmes de 25 personnes. Et il y a eu plus de 700 inscrits pour ces places-là. Donc il y a une très grosse demande. Comment on choisit ? On choisit les gens en fonction de leur niveau technologique, de leur engouement pour la technologie israélienne, et pour leur possible vue future, relation personnelle, disons, avec Israël, s'ils envisagent un projet un peu plus construit, un peu plus avancé, un peu plus mature, disons, alors ils ont aussi un avantage par rapport aux autres. D'accord, et ça se passe comment ? Vous les recrutez par téléphone ? Vous les rencontrez ? Oui, en fait, les gens rentrent sur notre site qui comprend un questionnaire très détaillé, plus des tests technologiques pour évaluer un peu le niveau. On vérifie en fonction aussi du niveau de l'établissement académique dans lequel la personne a étudié. Et après, il y a un entretien via Skype avec une des personnes technologiques de notre équipe qui évalue donc le niveau de la personne. Et en fonction de ça, on crée une espèce d'algorithme qui évalue le niveau de tout le monde. Il faut savoir que c'est un peu complexe parce qu'il y a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent de France, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent du monde entier. Et donc chacun a des notes différentes, a un niveau différent, a une approche différente. On essaye de créer des groupes qui soient assez hétérogènes par rapport à ça, et dans lesquels chacun peut apporter quelque chose d'un peu différent, une expérience différente, une approche différente, pour avoir une équipe qui est un peu une équipe hors du commun. Et ensemble, pendant qu'ils viennent, pendant ces 10 jours, on leur demande, en plus du fait qu'on leur fasse visiter les entreprises israéliennes et les universités, de programmer ensemble pendant 2 jours, qui est un peu la cerise sur le gâteau, disons, de cette visite. Et cette année, l'ensemble des étudiants que vous avez recrutés se sont rendus en Israël malgré la situation ? Voilà, on avait un peu peur parce qu'on a eu un J'imagine. groupe très bien en juin. Et pour le groupe de juillet, on était un petit peu stressés parce que les événements commençaient à se précipiter. Et en fait, on a été très étonnés. On a eu, je pense, 3 annulations sur 25, quand tout le reste est venu, avec au contraire beaucoup de motivation. Des fois, leurs parents ont fait un peu pression, mais eux ont décidé de venir. On a des gens qui sont venus d'Australie, de Suisse, d'Angleterre, des États-Unis, du Canada, d'Uruguay. Donc des gens qui viennent de profils un peu différents et qui ensemble se sont retrouvés en fait avec ce point commun qui est l'amour de la technologie et d'Israël, ils ont ensemble. Et ils ont même participé à certains projets qu'on peut un peu rapprocher de ce qui se passe un peu aujourd'hui dans le monde juif. Par exemple, un des programmes qui a été développé, il s'appelle Notify. C'est un programme qui a été influencé par un des Français qui participait justement à ce groupe et qui parlait aujourd'hui de ce qui se passe en France au niveau des manifestations antisémites, etc., qui se passent à Paris. Et justement, vous travaillez sur ce genre de programme. Est-ce que vous sentez que les gens qui sont venus pendant cette période sont vraiment motivés ? Vous les avez vus ? Ah oui, ils sont très motivés. Au contraire, je veux dire, la situation du monde juif, que ce soit en Israël ou ailleurs, est un élément important pour eux dans leur motivation de leur travail. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce programme, c'est de connecter entre les éléments qui sont identitaires ou liés à Israël et la technologie qu'ils développent. Par exemple, ils ont créé donc cette application
qui permet de donner un signal d'alerte à quelqu'un qui se promène dans la rue s'il se rapproche d'un événement qui a tendance à devenir dangereux pour lui, en fonction de ses définitions. Si par exemple c'est un événement antisémite, en fait le programme lit tous les tweets qui passent sur le réseau en même temps et comprend géographiquement s'il y a une montée de tension dans ce domaine-là à cet endroit-là et donne un avertissement donc à la personne qui se retrouve dans cet endroit pour faire attention. D'accord. Donc ça c'est pour la France. Et en Israël, est-ce que vous avez d'autres exemples d'applications qui ont été développées vu la situation ? Non, on n'a pas eu de. On a essayé un peu de les mettre dans une espèce de bulle pour qu'ils ne soient pas trop préoccupés quand même par la situation des alertes, bien qu'on a quelques photos sympathiques où on les voit programmés pendant qu'ils sont dans le miclab, dans l'abri. Oui. Mais ils n'ont rien développé qui est directement lié à ça. Le but du projet était de s'occuper des villes intelligentes, des smart cities, comme on dit dans le monde de la technologie. Et donc l'équipe là qui a gagné finalement en juillet, une équipe qui s'est occupée de régler en fait d'une façon complètement innovante tout le système de feux rouges dans les villes. Et donc c'est sur ça qu'ils se sont concentrés et moins sur les missiles. Ils étaient bien entendu très étonnés et très intéressés par le dôme de fer comme tout le monde. J'imagine. J'imagine. C'était pas le sommet du... Merci beaucoup Oren Toledano. Je vous en prie, bonne journée. Allez, on passe tout de suite à notre Tech Flash. Et on ouvre ce Tech Flash avec encore une fois la Chine qui a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête antitrust contre la société Microsoft qu'elle soupçonne d'infraction à la législation de la concurrence. Microsoft avait annoncé lundi que plusieurs de ses locaux chinois avaient fait l'objet de visites inattendues de la part de fonctionnaires venus inspecter les lieux sans donner de raison. Pour le moment, le gouvernement chinois ne souhaite pas s'exprimer. Idem pour les dirigeants de Microsoft. Et on enchaîne avec Facebook qui force ses utilisateurs à utiliser l'application Messenger. Désormais, pour pouvoir discuter avec vos amis via votre mobile, et bien sur le même modèle que WhatsApp, vous serez obligé de passer par l'application Facebook Messenger. Jusqu'ici, cette application était une option, mais ce matin, les équipes de Facebook ont prévenu les utilisateurs que la fonction messagerie allait définitivement disparaître dans les 2 semaines à venir. Et Apple, de son côté, serait sur le point de racheter l'application de radio Swell pour une somme de 30 millions de dollars. Une acquisition de plus pour Apple, qui a déjà racheté plusieurs applications ces derniers mois. Parmi ces dernières acquisitions, Beats, acheté 3,2 milliards de dollars, ou encore Booklamp, un service de recommandation de livres. Et on termine avec l'ancienne candidate à la vice-présidence américaine en 2008. Elle est l'égérie de la droite ultra-conservatrice. Je parle bien évidemment de Sarah Palin qui vient de lancer une chaîne de télévision sur Internet au programme bouffé de patriotisme, commentaires politiques et sa vie en Alaska pour 9,95 $ par mois. Regardez. Hello and welcome to a new project. This is a news channel that really is a lot more than news. This is a community where we're going to be able to share ideas and discuss the issues of the day, and we're going to find solutions. Are you tired of the media filters? Well, I am. I always have been, so we're going to do something about it. I want to talk directly to you on our channel, on my terms, and no need to please the powers that be. Most importantly, I want you to talk directly to me. That's what I'm most anxious about, hearing from you. Together, we'll go beyond the sound bites and cut through the media's politically correct filter. Après avoir publié des images controversées sur leur compte Twitter, des diplomates israéliens ont été vivement critiqués à Dublin. C'est ce que rapporte le quotidien britannique The Telegraph. Les images en question représentaient des symboles comme la Joconde ou la statue irlandaise de Molly Malone. On les voit vêtus du hijab et portant des explosifs. Chaque image est accompagnée d'un message. Israël aujourd'hui, Paris-Dublin ensuite, ou encore Israël est la dernière frontière du monde libre. Les tweets ont rapidement été retirés après avoir été condamnés par des internautes. Interrogé par The Telegraph, l'ambassadeur d'Israël en Irlande, Boaz Modai, a dit qu'il n'était pas en mesure de commenter ces tweets vu la situation en Israël. On parle maintenant de ces journalistes qui ont été menacés par le Hamas, des journalistes qui prouvent sur les réseaux sociaux l'utilisation des civils de Gaza en tant que bouclier humain, la vérité quant aux armes cachées dans les hôpitaux et les écoles ou encore les roquettes tirées sur Israël depuis des lieux publics. Ces mêmes roquettes qui tombent parfois à Gaza, un fait que le Hamas aimerait bien cacher. Pour cela, c'est sur Twitter que le groupe terroriste harcèle les journalistes qu'ils n'hésitent pas à menacer de mort. Parmi ce grand nombre de tweets, voici la publication de
Peter Stefanovic. Il y indique le lieu où se trouve une rampe de lancement de roquettes, à 200 mètres à peine de son hôtel. Réponse du Hamas avec ce premier message qui demande à plusieurs journalistes, dont Stefanovic, de ne plus donner aucune information sur les points de lancement de roquettes à Gaza. D'autres journalistes qui ont transmis diverses informations ont aussi été attaqués par le Hamas. Regardez le tweet de Janice Maki-Fryer. Elle explique qu'elle a vu des hommes armés à Shadjaya, déguisés en femmes, avec une arme cachée sous leur manteau. Le Hamas a vite fait en sorte que cette journaliste efface son tweet. Aujourd'hui, on constate donc que le groupe terroriste veut contrôler toute l'information délivrée depuis Gaza. Du coup, les journalistes n'osent pas mentionner l'harcèlement auquel ils ont pu faire face. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Ne zappez pas, l'information continue sur i24 News.